Premier conseil des ministres ce matin pour le gouvernement. Le cornu de tout sourire, dossier sous le bras. Rachida Dati, ministre de la Culture, et Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, entrés au gouvernement comme 4 autres LR contre l'avis de la direction des Républicains. Un bureau politique du parti pourrait les exclure dans les prochains jours. Les 6 ministres qui sont rentrés dans ce gouvernement sont montés dans un train fantôme. C'est quand même risqué de renier ses convictions. Des convictions, mais lesquelles? Le parti de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, se déchire en ce moment. Deux courants s'opposent pour schématiser les députés qui appellent à continuer à travailler avec la Macronie et les sénateurs qui veulent prendre leur distance, quitte à se rapprocher du RN. Roger Carucci, par exemple, plaide ouvertement pour une union des droites. Il appelle à voter pour le RN en cas de duel contre la France insoumise. Sans état d'âme, parce que pour moi aujourd'hui, c'est LFI qui n'est plus dans l'arc républicain. Et moi j'affirme et je confirme que je pense qu'aujourd'hui, le RN est dans l'arc républicain. Les LR sont-ils en train d'enterrer le front républicain contre l'extrême droite? Il y a quelques jours, Bruno Retailleau appelait à ne pas voter pour la gauche lors d'une législative partielle dans le Tarn-et-Garonne. Ce qui a permis dimanche à ce candidat de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, allié du RN, de remporter le scrutin qui l'opposait à une candidate socialiste. Éric Ciotti a eu le courage de casser ce mur, de parler d'union des droites de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'elle est en marche. Ex-LR, Éric Ciotti a ouvert la voie à une alliance des droites. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, se dit prêt, lui, à un accord avec les LR, tandis que Marion Maréchal, présidente d'Identité Liberté, appelle à une union des droites la plus large possible. C'est ce que souhaitent 82% des sympathisants LR, selon un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles. Alors la droite, qui par le passé, au nom de son héritage gaulliste, a toujours officiellement refusé toute alliance avec le Front National, va-t-elle franchir le pas ? Nos 3 invités pour ce débat, Jean Garrigue, bonsoir, historien, spécialiste des institutions françaises. Je signale votre nouvel essai, Les avocats de la République, ceux qui l'ont construite et ceux qui la défendent, aux éditions Odile Jacob. Il vient de paraître chez Odile Jacob. Selon vous, Jean Garrigue, la droite des LR est en train d'imploser de l'intérieur avec pléthore de candidats dans un espace politique extrêmement réduit. À côté de vous, Brigitte Gaïti, bonsoir. Vous êtes professeure et directrice de l'école doctorale de sciences politiques de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Selon vous, les appels à ne pas voter pour un candidat de gauche seront plus fréquents que les soutiens clairs au RN. Lors des prochaines élections, il ne va pas y avoir de ligne nationale nette, mais il y aura sans doute quantité d'ajustements locaux. Et à côté de vous, Aurore Malval, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au service politique de l'hebdomadaire Marianne. Selon vous, l'union des droites est davantage une question de personnalité, mais certains membres des Républicains sont décidés à y aller, en partie poussés par l'écosystème médiatique de l'extrême droite. Et on démarre par la purge du jour. Oui, la première fois qu'on aura une purge du jour, elle concerne les ministres LR qui sont restés ou ont intégré le gouvernement Le Cornu 2. Ils ont été menacés d'exclusion du parti pour avoir bravé les consignes de leur président Bruno Retailleau. Une procédure qui ne fait pas l'unanimité dans le parti. Jean Garrigue, les Républicains la droite a souvent été divisée, mais là, est-ce qu'ils sont plus divisés que jamais pour vous? Alors, c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, René Raymond, notre maître à tous, identifiait 3 traditions de droite. Mais là, c'est même pas ça le problème. C'est même plus des distinctions idéologiques ou des héritages. C'est véritablement des ambitions personnelles, des stratégies personnelles qui font que là, ça a totalement explosé. Alors, on savait qu'il y avait ce couple combatif qui était d'un côté Bruno Retailleau, de l'autre côté Laurent Wauquiez, mais c'est encore plus compliqué que ça maintenant, parce qu'on voit qu'il y a une ligne David Lisnard, il y a une donc ligne... le maire de Cannes, le président de l'association des maires de France. Et on ne sait plus du tout, finalement, quel est, d'abord, au fond, quel corpus idéologique véritablement ils défendent, quelle distinction entre ceux qu'ils défendent sur le terrain sécuritaire, identitaire et le Rassemblement national, quelle distinction entre leur ligne économique et celle des macronistes. Bref, leur identité est menacée et puis leurs stratégies sont diverses. Donc, moi, j'appelle ça une implosion. Oui. Brigitte Gaïti, pour vous aussi, il n'y a jamais eu autant de sections, de tendances au sein de la droite ?
Alors, moi, je dirais que c'est une configuration qui pousse à l'émiettement depuis assez longtemps, en fait. Hein. C'est pas, depuis 2017, de façon très nette. Puis même, on l'avait connu avec Fillon-Copé, par exemple. Voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau en soi. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, il y a quelque chose d'assez nouveau, mais qui ne concerne pas que la droite, qui est que... tout le monde, enfin, en gros, le calcul devient plus important que les convictions qu'on peut avoir, à mon avis. C'est-à-dire que, c'est une rationalité. Alors, on peut trouver que de loin, c'est très irrationnel, stupide. Tous les jours, on a l'impression d'être sidéré, etc. Mais il y a une espèce de rationalité à essayer de prendre date, de se mettre bien sur les bons starting blocks. C'est-à-dire le calcul électoral, vous voulez dire, plus que l'idéologie. On est dans une configuration où les élections, tout le calendrier à venir, c'est-à-dire municipal en 2026, municipal, législative, maintenant, pas maintenant, etc., et puis présidentielle. Et tout ça va générer des calculs très différents selon les partis, mais aussi selon certains au sein des partis. Bon, on y reviendra, mais bon, voilà la façon dont les députés ont une position très particulière aujourd'hui. Et Aurore Malval, à propos des 6 ministres menacés d'exclusion par LR, il y en a 2. Il se trouve qu'il y a Rachida Dati, investi LR pour la municipale et municipale à Paris, et Annie Genevard, qui est présidente de la commission d'investiture en ce qui concerne les LR. Est-ce que ça pose un problème, vu leur fonction au sein du parti? Annie Genevard n'est plus présidente de la commission nationale d'investiture des LR. Elle a été démise de ses fonctions sur le champ. La question de l'exclusion, c'est intéressant parce qu'on a vu une déclaration assez forte le dimanche à l'AFP, communiqué des LR, qui annonçait l'exclusion de ces ministres. On a vu ces dernières heures, enfin même depuis lundi, que c'était plus aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'exclusion, le bureau doit se réunir et à l'issue d'une procédure qui est assez longue, c'est une procédure contradictoire, ils pourront se défendre. À l'issue de ce bureau, ils seront éventuellement exclus. L'équivalent d'un procès politique. Oui, mais alors moi, j'y vois plus la marque qu'on n'est plus sur l'intransigeance tout à fait des débuts, en tout cas des premières déclarations de Bruno Retailleau. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il met de l'eau dans son vin? Donc voilà, mais on est un petit peu au milieu du gué. D'accord. Alors, face à cet émiettement de la droite, vous avez évoqué ce mot, il est fort. On va évoquer avec vous et avec Anna le cas d'un homme qui se pose en sauveur de la droite, Édouard Philippe. Un rassembleur, en tout cas. Oui, Édouard Philippe, actuel maire du Havre. Je le rappelle, il a quitté les Républicains en 2017 pour devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Une trahison qui est d'ailleurs encore difficile à accepter par certains membres LR. Et ce même Édouard Philippe qui a ensuite créé son parti Horizon en 2021 et qui, depuis, met tout en œuvre, des interviews, des meetings, pour apparaître aux yeux des Français comme le seul homme capable de représenter la droite en 2027, et ça semble fonctionner puisqu'il dépasse les autres ténors de droite dans les sondages. 22% d'intention dans le dernier sondage Ipsos La Tribune de samedi dernier, contre 20% pour Bruno Retailleau et 19% pour Gérald Darmanin. En revanche, sa ligne politique reste encore un peu floue. Alors, lui se revendique d'une droite libérale et il détaille d'ailleurs ses chantiers dans son livre qui est paru au mois de juin. L'école, le modèle social, la réforme de l'État. Il a une idée bien précise sur les retraites. Pour lui, c'est très clair, il faut travailler plus. Et à une époque, il parlait même de travailler jusqu'à 67 ans. En tout cas, sa promesse générale, et là je le cite, c'est de rétablir l'ordre dans nos comptes et dans la rue. Sauf que certains à droite lui reprochent justement de ne pas être assez à droite sur les sujets qui touchent à l'immigration et à la sécurité. Il s'en est défendu, lui, lors d'un meeting, c'était à Marseille au mois de mai. Il a rappelé qu'il était bien de droite sur le régalien. Il a notamment appelé à une grande réforme de la justice qu'il jugeait lente et hypocrite. Et là encore, je le cite, il a fustigé le communautarisme qui menace notre pays devenu violent, en proie à l'ensauvagement. Je referme les guillemets. Jean Garrigue, est-ce que Édouard Philippe est cet homme providentiel qui peut sauver la droite ? Non, je n'irai pas jusque-là. Non, il a quand même un péché originel aux yeux des militants et des électeurs de droite, c'est d'être associé à Emmanuel Macron. Et c'est la raison pour laquelle il est en campagne déjà depuis plusieurs mois, et c'est la raison pour laquelle il a pris ses distances de manière très récemment, mais de manière très forte, en demandant quasiment la démission du président de la République, présidentielle anticipée. Tout simplement parce que, précisément, sa stratégie à lui, c'est vraiment de se détacher au maximum de ce que représentait et à droite et à gauche.
Mais c'est aussi un risque pour lui, parce que ça risque de lui faire perdre une partie des électeurs de centre-droit, voire même de centre-gauche, qui auraient pu être intéressés par sa personnalité. Mais comme on est dans la perspective d'un premier tour d'élection présidentielle, il doit même avoir cette distinction par rapport au macronisme. Bon, le problème, malgré tout, c'est qu'effectivement, pour l'instant, il est en tête. Souvenez-vous que tous ceux qui ont été en tête à quelques mois des élections présidentielles ont finalement été battus, Alain Juppé et les autres. Et surtout que, je le répète, dans cet espace politique qu'il peut incarner, ils sont quand même aujourd'hui nombreux sur la ligne de départ. Et sur notre sujet d'union des droites, il a une particularité, Brigitte Gaïti, il ne veut pas de rapprochement avec le Rassemblement national. Pour autant, pour beaucoup, il y a une digue qui a sauté. Est-ce que vraiment elle a sauté, cette digue, pour vous? Est-ce que c'est une fin du Front républicain ou pas? Ou c'est juste un front anti-France insoumise? À chaque jour, on a de nouvelles interrogations, puisqu'il y a des tas de prises de position qui semblent aller dans ce sens-là. Vous les rappeliez tout à l'heure. Donc, on va voir. Parce que dans le Tarn-et-Garonne, il y a eu quelque chose qui s'est passé là ce week-end qui est assez édifiant tout de même. C'est-à-dire que finalement, il y a un candidat qui a été élu, ciottiste, parce que la droite, Bruno Retailleau, a dit qu'il appelait à voter contre la gauche. Sans dire clairement qu'il votait pour... Bien sûr. Donc ça, c'est un changement ou pas, pour vous, en Malval? Est-ce qu'il y a un changement? Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas la ligne officielle du parti. Ce n'est pas encore la ligne officielle des Républicains. Elle a une ligne officielle? Non. En tout cas, c'est bien. On parlait de la fracture entre les sénateurs et les députés, mais il y a une fracture qui va arriver, qui est celle de l'attitude à tenir vis-à-vis du Rassemblement national. Et lorsque Bruno Retailleau, mais on a vu progresser ce discours. Bruno Retailleau a dit pas une voix pour la gauche. C'est pas la France insoumise qui est en face de ce candidat UDR dans le Tarn-et-Garonne. C'est une candidate PS socialiste. Et on l'a vu monter ce discours. Bruno Retailleau disait: nous sommes entrés au gouvernement pour empêcher la gauche de gouverner. Et ils ont d'ailleurs une commodité de langage qui est de qualifier l'ensemble de la gauche de gauche mélenchonisée. Donc à partir de là, on passe de ce qui est apparu, je dirais, ces derniers mois comme un front anti-LFI à finalement un front anti-gauche. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui va se passer au cas par cas, comme vous le disiez, lors des prochaines élections législatives. Il y a un sondage récent, Brigitte Gaïti, qui donne plus de Français prêts à faire barrage à LFI, donc la France insoumise, qu'au RN. Ça veut dire que la dédiabolisation a fonctionné et qu'il y a une confusion mentale ou que... Il y a une rediabolisation. Actuellement, la France insoumise est l'objet d'une campagne pour en faire on va dire le pivot sur lequel on se positionne. C'est-à-dire, là, on voit bien ce qui est en train de se passer. Alors, sur les sondages, il faut quand même un petit peu se méfier, parce qu'il y a un certain nombre de sondages où, en fait, on raisonne sur très, très peu de gens. Et quand on commence à désagréger, quand on parle de... En fait, souvent, il y a 46 LR ou 16 LR qui sont interrogés. Donc, il suffit de 7 personnes pour faire basculer 10%. En fait, des choses comme ça, faire attention dans la construction des sondages actuellement. Et là, on va avoir droit... Comme on est dans une période d'incertitude structurelle, en fait, tout devient un possible repère. Voilà. Donc, les sondages deviennent des repères très, très importants. Ils l'ont toujours été dans des situations comme ça, particulièrement incertaines. Mais ce qui est sûr aussi, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, dans la conjoncture qui est en train de se mettre en place, la position de sauveur, de sauveur de la France ou d'homme providentiel, elle est en train de se construire. Et c'est-à-dire qu'on commence à se dire, la seule solution, c'est ça. Qui va être le recours? Alors, il n'y a pas de Gaulle, il n'y a pas de Mendes France, mais il y a des personnages qui vont essayer d'occuper cette place, et donc peut-être d'apparaître comme pur, de ne pas trop prendre position pendant un moment, d'essayer d'apparaître comme des sages. On va voir un petit peu ce qui est en train de se passer, mais là, on le voit... on va voir, ça va être intéressant à suivre. C'est la manière dont la droite va produire ou pas ces hommes providentiels, la gauche aussi, d'ailleurs. Alors, on évoque le fameux cordon sanitaire. Eh bien, écoutez, c'est l'Archive qui va nous aider à le faire et à vous faire discuter autour de cette notion. Jamais d'alliance avec l'extrême droite. C'est le fond même de cette théorie du cordon sanitaire, théorisée par les états-majors de la droite républicaine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Rappelez-vous, c'était il y a plus de 40 ans, 83, Dreux, élection municipale. Le Front National, parti d'extrême droite, a réussi une percée aux dernières élections cantonales et l'un de ses candidats, M. Stirbois, a franchi la barre des 10%. Cette nouvelle réalité électorale a divisé l'opposition. Le RPR, cas unique en France, fait liste commune avec les candidats du Front National, alors que l'UDF et les centristes refusent d'entendre parler d'une telle alliance. L'accord que nous avons conclu à Dreux avec le Front National est un accord purement local, ce qui signifie que
Nous nous sommes engagés sur un programme de gestion municipale et que cet accord, bien évidemment, n'engage pas nos formations respectives à l'échelon national. Jean Garrigue, est-ce qu'on est en train de passer une étape supplémentaire? Il y a toujours eu des entorses sur le terrain autour du cordon sanitaire, en 98 aussi au régional. Mais là, est-ce que ça va plus loin? Est-ce que vous avez l'impression que la droite est mûre pour aller vers le RN? Complètement. C'est plus le RN d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça n'est plus du tout le Front National de cette époque, déjà, première chose. Quand s'est passée cette alliance à Dreux, ça a déjà tout changé. Ça a été une étape qui a propulsé le Front National vers l'avant, qui l'a, j'allais dire, nationalisé. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez un RN qui est surpuissant, qui, au fond, a pris la place du RPR de l'époque. Et surtout, dans l'esprit des gens. Qui est devenu un parti. C'est un parti qui est totalement dédiabolisé, normalisé dans l'opinion publique. Et vous avez de ce fait la quasi-totalité des électeurs et surtout des militants de tous les partis de droite et du Rassemblement national qui veulent cette union des droites. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Mais Ormal, ça veut dire qu'il y a un fossé entre les électeurs de droite qui veulent ce rapprochement et les caciques qui encore hésitent? Alors, en fait, c'est intéressant, je pense que pendant longtemps, ce cordon sanitaire, il a existé parce que la droite républicaine faisait le pari qu'elle allait ramener dans son giron les électeurs du Rassemblement national. C'est Nicolas Sarkozy qui dit ça. C'est l'OPA de Nicolas Sarkozy en 2007. Et il y a ce mythe a perduré. C'est encore le cas d'ailleurs pour Bruno Retailleau qui dit, et qui finalement lorsqu'il critique le Rassemblement national, c'est pour dire soit ce sont des démagogues, leur programme est socialiste, ils n'ont pas l'expérience du gouvernement. Mais finalement, il n'y a pas de rupture idéologique. Et par contre, ce qui se passe aujourd'hui au Rassemblement national, c'est que une frange, en tout cas la moitié du Rassemblement national, je dirais ceux que j'appelle les identitaires libéraux, aurait intérêt à être rejoints par des membres des Républicains pour faire gagner justement contre, je dirais, les gaullos souverainistes du Rassemblement national, ceux qui ont un programme un peu plus social et qui, grâce à des cadres justement des Républicains, gagneraient en fait cette bataille sur la question économique et feraient vraiment passer le Rassemblement national comme un parti de droite. Juste une question, quand Nicolas Sarkozy reçoit au mois de juillet Jordan Bardella, c'est une faute symbolique? Ça correspond à l'écosystème de la droite. Comme je dis, tout l'écosystème, et notamment médiatique de la droite et de l'extrême droite, pousse pour cette union des droites. Quand on voit Nicolas Sarkozy, qui est interviewé par le JDD en longueur pour commenter sa condamnation, JDD, Valeurs Actuelles, etc., tous ces médias poussent pour cette union des droites. Et Nicolas Sarkozy, quelque part, en étant à la fois encore une sorte de figure totem de la droite, mais qui est un petit peu en dehors et qui s'intéresse en fait à voir comment cette recomposition se déroule. Ça embête aussi les caciques de la droite républicaine, les Bruno Retailleau, qui se sont étranglés à ce moment-là. Brigitte Gaïti, sur quel programme ils peuvent se rapprocher? Est-ce qu'il y a de fait maintenant plus de frontières sur les principaux thèmes que sont l'immigration, la sécurité et pas que, et l'économique ou pas? Est-ce qu'il y a des terrains de rapprochement clairs? C'est considérablement rapproché sur l'immigration, ça, indéniablement. Et sur le reste? Et sur le reste, on retrouve ce qui vient d'être dit est assez juste, c'est-à-dire des différences sur le social, sur peut-être même les questions de société, l'avortement, des choses comme ça. Il peut y avoir un peu des différences, d'ailleurs, qui fracturent autant le RN que la droite, disons, classique républicaine. Donc, mais vraiment, là, il y a une droitisation du débat, de toute façon, depuis quelques années déjà. Oui, complètement d'accord. Et vous aurez observé qu'un Jordan Bardella, par exemple, sur les questions économiques, se rapproche singulièrement des positions des Républicains. Donc on voit bien, les Républicains ont quasiment adopté, sur les questions d'ordre, de sécurité, d'immigration, la position de la rhétorique. Oui, c'est ça, la rhétorique du Rassemblement national. Et si vous voulez, le discours de Laurent Wauquiez, tout à l'heure, en réponse à Sébastien Lecornu, à l'Assemblée nationale, il cochait toutes les cases d'un discours du Rassemblement national, sauf évidemment sur la question économique, où pour lui, le Rassemblement national, ce sont des socialistes, mais on voit bien qu'avec un Jordan Bardella, des rapprochements sont possibles. Justement, puisque vous parlez de Jordan Bardella, le RN a longtemps été frileux, une union des droites. Il tend aujourd'hui clairement la main aux Républicains. C'est le cas du président du RN. Lorsque, il y a un an, le président de la République a annoncé une dissolution, nous avons fait le choix responsable, je crois, de tendre la main au président des Républicains, Éric Ciotti, qui a accepté avec beaucoup de courage. Et nous sommes évidemment, nous, prêts à tendre la main. Nous serons toujours prêts à accueillir en notre sein des gens qui viennent d'autres formations politiques sur la base d'un projet
d'un projet clair sur la base de l'amour de notre pays. Aurore Malval, ça peut se faire dans le cadre d'élections plutôt législatives ou régionales ou municipales plutôt qu'à la présidentielle, où tout est possible? Tout est possible, mais en fait, je parie quand même davantage sur peut-être des législatives anticipées. En tout cas, ça se passerait très certainement. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que le groupe des députés à l'Assemblée nationale ne souhaite pas la dissolution et n'a pas et a accompagné les ministres LR qui sont entrés au gouvernement parce qu'ils ne veulent surtout pas retourner maintenant devant des électeurs et d'être obligés de trancher cette question. Parce que certains le disent, et le disent très franchement à droite chez LR, il serait tout à fait possible d'envisager une sorte de plateforme de mesures communes sur, je cite, l'immigration, l'assistanat, je mets des guillemets, ce sont les vocables qu'ils emploient, et ce serait partagé justement dans le cadre peut-être demain d'une coalition au pouvoir entre les LR et le RN qui mettraient en place ces mesures. Il y a eu un sondage, Brigitte Gaëty, sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, 52% des Français favorables à un gouvernement de coalition des droites LR et RN, 82% chez les sympathisants LR. C'est là où le 52% est inquiétant de ce point de vue, c'est-à-dire veut dire quelque chose. Un Français sur deux. Le 82% est peut-être plus contestable du point de vue du chiffre, parce qu'en fait, quand vous désagrégez, vous allez sur des petites populations, et donc vous n'êtes plus sur 1000 personnes, mais vous êtes... Bon, voilà. Donc peu importe, mais bon, la question là, effectivement, du cordon sanitaire, de la possibilité d'une union des droites, elle est clairement posée. On va voir qui sort de tout ce marasme actuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va sortir comme personnalité à droite, comme à gauche d'ailleurs, et les intérêts qu'il peut y avoir. Moi, je pense vraiment que les calculs et les anticipations qui sont faites aujourd'hui sont plus importantes que les convictions et les programmes, et qui est d'ailleurs un vrai problème pour la démocratie. Mais moi, je pense que malgré tout, les LR iront jusqu'au bout du pari présidentiel. C'est-à-dire qu'ils auront un candidat à la présidentielle et le RN aurait un candidat, parce que sinon ils disparaissent, c'est ça? Voilà, exactement. Quand vous êtes comme ça dans un même espace politique, c'est évidemment le plus gros qui mange le plus petit. Et donc, eux, ils ont intérêt de toute façon à y aller, quitte à faire un score décevant, mais ce sera jamais plus décevant que celui de Valérie Pécresse. Et donc, moi, je pense qu'il y aura un candidat LR à l'élection présidentielle. Oui, parce que ce qui est nouveau quand même, tout de même, Aurore Malval, pour revenir aussi à ces Français quand ils s'écrivent dans les sondages, même s'il faut les prendre avec des pincettes, 58% d'entre eux sont prêts à faire barrage à la France Insoumise contre 46% contre le RN. C'est quand même une mutation énorme de l'électorat, notamment de droite. Alors, je dirais que l'électorat de droite, il a déjà commencé à muter. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2024, même en 2022, mais surtout 2024, législative anticipée, on voit que le Front républicain est déjà mort à droite chez les LR. C'est le Front républicain, il est le fait d'abord des électeurs de gauche. Et là, je pense que ça n'a pas fondamentalement changé. On verra ce qui se passe, je ne suis pas oracle. Ils peuvent être dans l'abstention, ce qui est un peu nouveau aussi. Ils peuvent être dans l'abstention si, effectivement, ils en ont marre de toujours se sacrifier, entre guillemets, au second tour. Mais dans les sondages, en tout cas, ils disent qu'ils vont continuer à faire barrage à l'extrême droite, ce qui, effectivement, n'est pas le cas des centristes aussi. Les centristes, le discours qu'il y a eu, notamment chez les macronistes, de mettre un signe égal entre la France Insoumise et le RN, a effectivement a fait baisser le Front républicain chez ces électeurs-là. Merci infiniment à tous les trois d'avoir débattu et de nous avoir éclairé sur cet émiettement et sur ce qui se passera dans le futur.